ce soir, le thème de la conférence, ça va être pour tous ceux qui ont l'impression que dans la relation, ils ont tendance à se perdre, ou qui ont déjà vécu des expériences de perdition, euh, qui se sont très abîmés dans la relation. Donc ça va parler à plein de gens, parce que il y a énormément de personnes qui sont concernées par par ce thème, qui est pourquoi je m'oublie dans la relation et combien ça me coûte et comment je peux arrêter ça. Le fait de s'oublier en relation, qui ne l'a jamais vécu? Ça m'étonnerait, ça, parce que la plupart des personnes font des expériences comme ça, où sans s'en rendre compte, elles vont se perdre, s'oublier, euh, avec beaucoup de déni en général. Je ne me rends même pas compte que je me perds dans la relation. J'ai l'impression que je donne en amour, que c'est normal de donner, voire de tout donner. C'est ça l'amour, au nom des sentiments, on se donne totalement, on fait des compromis, on partage plein de choses ensemble. Et ma foi, parfois c'est en excès, sans s'en rendre compte, puisque ça correspond souvent à une représentation du couple romantique. Et il y a plein de gens qui s'y perdent là-dedans. Donc ça peut être extrêmement contre-productif et voire dangereux. Ça peut mener à des conduites dangereuses en amour, comme par exemple, à votre avis d'ailleurs, je vais vous le demander, à votre avis, c'est quoi les conséquences de s'oublier en amour? Alors vous allez me le dire, comme ça, à vue de nez. Qui c'est Vas-y. Alors, quelles sont les conséquences dangereuses de s'oublier en amour? C'est quoi l'impact? Ça marche. On devient dépendant affectif. Oui, tu peux Enfin, devenir dépendant, mais des fois tu ne le sais même pas que tu es dépendant. Hein. Tu t'en rends même pas compte. Tu crois que c'est normal en fait. Comment tu vois que tu es dépendant? Comment tu le remarques? Qu'est-ce qui se passe au niveau des symptômes? Vous voyez quoi? du stress. Alors du stress, hein, souvent de la frustration qui peut apparaître, de l'irritabilité. Ça peut être de la fatigue émotionnelle. Ça peut être des troubles du sommeil. Et ça peut souvent faire quand même, les gens qui s'oublient en relation, ça leur crée une perte d'identité. C'est-à-dire qu'ils vont, vous avez remarqué ça, ils vont se, se fondre dans les traits de personnalité de l'autre. Et donc, à se fondre dans l'autre, ils épousent leurs goûts, leurs valeurs, leurs opinions. Pourquoi? Parce qu'au départ, qu'est-ce qu'on cherche dans la relation? On cherche à être validé. On cherche à être important dans le regard de l'autre. Et donc, on trouve ça génial au début. On dit, ah, l'autre, il me regarde dans les yeux, mort d'amour, chewing-gum contre chewing-gum, yeux contre yeux. Il me dit combien je suis importante et intéressante et belle et magnifique et qu'il a envie de faire un projet avec moi et que, oh là là, que c'est beau, c'est magnifique, tout ça. Et donc, je reçois de la validation, je reçois de la tendresse, de la sexualité, donc je reçois des choses qui sont bonnes pour moi, qui font remonter l'estime de moi, d'accord? Et d'un coup, pour cela, je peux avoir envie ou l'élan de me fondre dans l'autre, c'est-à-dire d'épouser ses goûts, ses valeurs, comme je suis validée, bah, je vais valider ce qu'il dit, et je vais commencer à me quitter. Parce qu'à force de valider les goûts, les opinions, et me fondre dans l'autre, je finis par m'y perdre, parce que je perds mon identité. Et il y a énormément de gens qui, dans les couples longs, me témoigne toujours de la même chose, je m'éteins et je me prends une maîtresse ou un amant. 50 à 60% des raisons de séparation sont liées sur l'infidélité. Pourquoi? Parce que les gens s'éteignent, en fait. Comme disait Schopenhauer, en général, on adore faire couple, on rêve de faire couple, et une fois qu'on y est, qu'on a capté la personne et que la personne est d'accord en réciprocité pour faire couple avec moi, eh ben, au bout d'un certain temps, on finit par s'y ennuyer. Surtout ceux qui sont addicts à la passion, donc à l'intensité. Et donc, du coup, quand ils commencent à s'ennuyer, eh ben, ils ne se sentent plus vivants. Donc, ça veut dire qu'ils s'éteignent en couple. C'est ce qu'ils disent. Hein. La plupart des gens me disent « Ah, mais je ne me suis pas rendu compte, mais à force, je me suis éteint là-dedans. Les enfants, la logistique, la routine, le boulot, le métro, le machin, le dodo. Bon, voilà. Et donc, je m'éteins et je commence à accuser mon partenaire, à lui faire des reproches, que ceci, cela. Mais en fait, je ne vois pas ma responsabilité, que qui est responsable de s'éteindre, c'est moi. Pourquoi je ne suis pas vivant au sein du couple, c'est moi. Pourquoi je crois que l'herbe est plus verte ailleurs? Parce que je m'éteins.
Et l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est juste que moi, je ne prends pas ma responsabilité. Je dis, c'est à cause des enfants, c'est à cause de l'autre, c'est à cause de je ne sais pas quoi, c'est à cause qui ne prend pas d'initiative, c'est à cause de plein de trucs. Mais moi, je ne vois pas que je suis responsable de m'éteindre en couple, que je me perds. Ça peut être une des raisons pour lesquelles je m'oublie, hein, qui sont, je me perds dans l'histoire. Je m'éteins en couple. Je m'ennuie en couple. On n'est pas censé s'ennuyer, hein. Si vous vous ennuyez partout où vous allez, c'est vraiment votre problème. Vous n'êtes pas censé vous ennuyer déjà tout seul ni à deux. Si vous vous ennuyez à deux, c'est que vous penchez sur l'autre. C'est-à-dire vous donnez raison à l'autre et vous faites ce que l'autre veut plus que ce que vous voulez. Vous vous empêchez de faire ce que vous avez envie. Comme si en couple, il faut partager, il faut faire des compromis, il faut faire plein de trucs avec l'autre. Donc, pour le goût de la fusion, vous vous perdez dans l'histoire de l'autre et vous perdez votre identité. Et ça arrive à plein de gens. Oui, je t'ai vu. Je veux bien te donner la parole. Et juste pour dire encore une chose, les conséquences, c'est aussi des relations déséquilibrées. Il y en a un qui a le pouvoir souvent et l'autre qui est soumis. Et l'autre celui qui guide, là, qui entraîne, qui dit allez, viens, on va faire ça, on va faire ci, j'ai tel projet, allez, viens, c'est vachement une bonne idée et tout. Et l'autre, il est suiveur. Donc ça crée souvent des relations déséquilibrées et parfois ça dure des années. Il y en a qui ne se rebellent pas, hein. Il y a des gens, des fois, ils se rebellent en disant bon, il y en a marre d'être comme un toutou, d'être soumis. Et puis il y a des personnes qui ont le schéma abnégation, assujettissement et abandon et qui, pour ne pas perdre le lien, vont abdiquer, vont céder leur identité, leurs envies, leurs désirs, leurs besoins au service de l'autre, et l'autre prend le pouvoir, ce qui crée une relation dissymétrique. Donc ça, c'est aussi classique. Soit c'est je m'éteins en couple, le couple est un enfermement, et donc l'herbe est plus verte ailleurs, et je m'oublie, et je suis responsable de m'oublier. Soit je donne le pouvoir à l'autre, parce que l'autre est convaincant et charismatique, et que j'ai pris l'habitude, au service de la sécurité et de l'harmonie du lien, de me fondre dans l'autre et de donner le pouvoir à l'autre au lieu de sentir ce qui est bon pour moi et de m'affirmer et de poser mes limites. Oui, vas-y, tu voulais dire quelque chose? Il faut parler en même temps dedans, hein, c'est ça? En fin de compte, en vous écoutant sur la partie après que vous m'ayez vu remarquer, j'ai compris que ma question était, la réponse était dans ce que vous avez dit. C'est-à-dire concrètement. Concrètement, l'attente faisait que la réponse était dans l'enchaînement de ce que vous avez parlé. C'est-à-dire, si un qui suit, l'autre, qu'est-ce qu'il est? L'autre, non, mais oui, ma question était là, et en fait, vous avez répondu à cette interrogation. Oui, quand il y en a un qui suit, l'autre, il prend le pouvoir, il domine, en fait. Alors, est-ce qu'à chaque fois, il y a dominant-dominé? Non, il y a contrôlant, contrôlé. Est-ce qu'à chaque fois, il y a contrôlant, contrôlé dans tous les aspects? Il y a beaucoup de relations comme ça, malheureusement, où les personnes trouvent ça normal. Ce qu'on appelle des relations dites symbiotiques, ce qui n'est pas très sain. En général, la relation équilibrée, c'est quand il y a une mobilité des rôles. C'est-à-dire que quand il y en a un qui, par exemple, est d'accord pour se faire le budget, parce qu'il dit l'autre est plus compétent, et puis, il y a un autre jour, il va se dire, mais non, moi je ne vais pas te laisser faire le budget, c'est moi qui le fais, et toi tu fais la cuisine, par exemple. Voilà. Donc il y a une mobilité des rôles, ce n'est pas toujours le même qui a le rôle fixe, et l'autre qui est toujours contrôlé par l'autre. Donc voilà, c'est ça les relations plutôt symétriques, ça ne veut pas dire qu'elles sont égalitaires, mais il n'y en a pas un qui est suiveur, et l'autre qui est toujours en train d'affirmer son point de vue, qui a raison, et que l'autre, il a intérêt à être docile et à être, à être dépendant, donc dominé quelque part. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça, parce qu'en réalité, ceux qui ont ce schéma « je me soumets », vous allez voir, je vais le développer, quand je me soumets, je suis dans l'enfant adapté soumis, c'est souvent au service du lien. J'aime ce lien, j'ai choisi d'épouser, ou d'être la compagne ou le compagnon de cette personne. Et à ce titre-là, je dois me comporter comme ça, parce que c'est comme ça qu'on fait en couple. On ne va quand même pas se rebeller, on ne va quand même pas faire seul, on ne va pas être égoïste, on ne va pas se la péter, parce que sinon, l'autre, il risque d'être fâché, d'être mécontent, ou de me faire un caca nerveux. J'en avais une cet après-midi qui me disait moi, je ne prends pas le risque
de faire ce que je veux. Alors, il y avait un exemple très concret, elle m'a fait rire, je vais vous le donner. Elle était au supermarché avec lui, ils font les courses, et elle met le paquet de gâteaux qu'elle a envie dans le caddie. Et lui, il lui dit, non, non, mais c'est quoi ce plan-là ces gâteaux, c'est pas ça, moi, je veux pas cette marque. C'est pas ces gâteaux-là, non, non, remets-les. Bon, il est très directif. Hein. Et donc, elle n'a pas osé, elle râlait un peu, elle a dit, non, mais moi j'ai envie de ces gâteaux. Non, non, tu les remets. Et donc, elle l'a fait parce elle sait très bien que si elle ne fait pas ce qu'il veut, elle le paye cher parce qu'après, il fait la grève. Ce qu'elle dit, il fait la grève. Pendant 5-6 jours, il boude. Il fait gna 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 gna, je te parle plus, je t'ignore. Voilà. Donc, les conséquences sont lourdes pour elle. Et comme elle n'aime pas, c'est même pas un conflit, c'est le côté boudeur, je t'ignore, etc. C'est pesant. Eh ben, elle préfère abdiquer. Bon, là, c'est un exemple sur les gâteaux, mais ça se reproduit pour son métier, parce qu'elle voulait prendre du temps pour elle, et lui, il ne voulait pas, parce que, soi-disant, il fallait gagner de l'argent, et donc il ne fallait pas qu'elle s'arrête, etc. Elle était proche de la retraite. Bon, plein de trucs comme ça. Bref, pour éviter qu'il fasse un caca nerveux et qu'il boude, eh ben, elle préfère abdiquer. Et c'est compliqué, parce qu'on se dit, mais c'est ridicule. Même elle se dit, mais c'est ridicule pour le paquet de gâteaux. Mais quand elle se rend pas compte que quelque part, elle ne se fait pas du bien en se perdant là-dedans. Et après, elle commence à avoir des somatisations, elle se blesse, etc., comme par hasard, parce qu'il y a ce schéma soumission qui est dédié au service de la sécurité et du cocon du couple. Parce que le couple est vu pour elle comme un cercle, la famille, le couple est vu comme une unité, un cocon contre l'adversité. Hein, c'est un peu le schéma patriarcal de ses aïeux. Hein. Voilà, la femme est un peu soumise, le mari protège, le mari décide, et les femmes sont un peu soumises de génération en génération, mais on préserve le cocon, la cellule familiale comme ça. Et donc, à ce titre-là, je me la coince, mais par contre, je protège le cocon, je protège la famille. Donc, vous voyez, comme c'est pas si simple que ça, quand on voit d'où ça part, du schéma soumission, qui est ici le schéma assujettissement. Je me soumets à cette personne parce que j'ai peur des représailles. Ça, c'est le schéma assujettissement. Très souvent, on va voir apparaître des stratégies de sécurité. Au service de la sécurité et du cocon, eh bien, je préfère me soumettre et donner la validation à l'autre. C'est-à-dire l'autre, son opinion est plus vraie que la mienne. Je t'ai vu. Hein. Je crois que ce qu'il dit, c'est vrai. Parce qu'en plus, on tombe sur souvent des alphas qui sont contrôlants, puisqu'on parlait de contrôlant. Souvent, les personnes qui sont contrôlants sont souvent des profils éventuellement alpha, qui sont des décideurs, qui sont très affirmés, qui savent ce qu'ils disent, et qui disent « moi j'ai raison et toi t'as tort ». Et donc, vas-y, prouve-moi que t'as tort. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui tient la route en face, l'autre joue à la souris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, tu voulais dire quelque chose? Passe-lui le micro. Alors moi, je veux juste revenir en fait sur ce côté où il y en a, quand vous parliez, il y en a un qui contrôle, qui est plus contrôlant, et l'autre qui est plus soumis. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est possible, enfin, que ça arrive dans une relation où les deux se sentent justement un peu soumis finalement, Oui, dans ça arrive. le côté où Oui. l'un et l'autre vont se renvoyer, ou l'impression justement c'est toi qui veux diriger, non mais c'est toi. Oui, Où à la oui. fin les deux se sentent soumis, et Oui. En même temps l'autre Mais c'est complètement ça, c'est que très l'autre est classique. contrôlant. Oui, c'est très classique, c'est une forme de manipulation, hein, c'est de se raconter l'histoire que je fais des efforts pour toi, et l'autre se dit mais moi je fais des efforts pour toi. Donc chacun fait plaisir à l'autre avant soi. Donc en fait on est dans des thématiques de je me suradapte à toi, alors que j'en ai pas forcément envie, et l'autre il pense pareil. Pas au même endroit, pas sur les mêmes... Oui, voilà. Voilà, donc c'est très classique. Et les deux se perdent. On parle souvent de codépendance. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il y en a un qui fait des efforts ou pas? C'est pas toujours le cas. Là hein, est la question. Là est la question. Il y en a qui peut raconter, moi je fais des efforts je fais beaucoup d'efforts, et en fait c'est quand ça l'arrange des fois. Hein, c'est pas toujours très vrai. C'est à vous d'évaluer si vous avez l'impression d'être, on n'appelle pas ça tellement soumis, le vrai mot dans le jargon, c'est suradapté. Suradapté, c'est que je rentre dans les attentes de l'autre, pas dans ses attentes vraies, dans ce que j'imagine qu'il attend de moi. Donc si, par exemple, j'attends
que je l'écoute, ou que je sois bienveillante, dès qu'il se plaint, je vais faire de l'écoute active et je vais essayer de prendre soin, de lui donner des conseils, de rester à table gentiment pour l'écouter jusqu'à ce qu'il ait fini sa phrase, et je ne prends pas la parole, etc. Bon, par exemple. Donc ça, je me suradapte, alors qu'en fait, j'en ai marre, là, j'ai envie de me casser, mais non, faut que je prenne soin de l'autre, il va pas bien, etc. Bon, ça, c'est des attitudes de sauveur en suradaptation. Donc j'imagine qu'il attend ça de moi, donc je le fais, etc., etc. On le voit. Le triangle un peu. Oui, victime, persécuteur, sauveur. Donc là, je suis sauveur. Après, j'en peux plus d'avoir fait des efforts pour l'écouter parce qu'il pleurniche tout le temps, ou elle pleurniche tout le temps, elle est toujours victime. Donc au bout d'un moment, je deviens persécuteur, et puis je me transforme en victime. Oui, tu me fais perdre mon temps, à cause de toi, je me sacrifie, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Voilà. Bon, ça, c'est des trucs classiques. Donc on voit comment, des fois, effectivement, il y en a deux qui se suradaptent, en ayant l'impression de se suradapter, effectivement. Voilà. Et ça, c'est pas toujours très sain. Parce que l'idée, c'est pas de faire passer l'autre avant soi. Hein. On arrête de s'oublier dans la relation, mais on arrête aussi d'être égoïste. Parce que c'est pas ça non plus. Dans le développement personnel, aujourd'hui, on entend bon, ça t'appartient. Hein, je suis l'auteur de ma vie, tu es l'auteur de ta vie. Hein, je suis acteur et autrice de ma vie. Donc, débrouille-toi, va faire un travail, par exemple, sur la sécurité. Tu ne te sens pas en sécurité avec moi, ça ne m'appartient pas. Débrouille-toi avec ton thérapeute pour te sentir en sécurité. Voilà. Hein, si tu es jaloux, c'est un problème. Donc moi, je n'ai pas de problème. Je suis séducteur, séductrice, mais non, moi, c'est toi qui as le problème. Donc débrouille-toi. Voilà, ça ne m'appartient pas, c'est ton problème. Donc on peut entendre des trucs un peu extrémistes qui ne ressemblent à rien non plus. Donc la relation, on le sait, c'est aussi prendre soin de l'autre, mais pas en se perdant. Pas se perdre non plus. Ça ne veut pas dire que je ne prends pas soin, parce que c'est perdant-perdant. Quand je suis extrémiste, et que je dis débrouille-toi avec ta jalousie, moi je ne suis pas concernée, je continue mes attitudes de séduction, et pendant que toi, débrouille-toi avec tes problèmes de jalousie, de toute façon, l'autre elle ne s'en sort pas, ou il ne s'en sort pas avec sa jalousie, donc ce n'est pas en disant débrouille-toi que ça va marcher. C'est perdant-perdant, parce que je vais perdre aussi le lien avec l'autre, au final. Vas-y, tu veux dire un truc ? Et, est-ce que ça peut aussi provenir en fait des blessures en fait qu'on a? Est-ce que ça peut être lié en fait à l'enfance, qui fait que du coup, dans des injonctions adultes, on peut répéter en fait une programmation qui fait que du coup, on va attirer ce genre de personnes qui va faire qu'on va s'oublier en fait? Oui, complètement. Ça reproduit complètement les théories de l'attachement. On va retrouver les théories de l'attachement. Alors, je vais l'expliquer puisque tu en parles. Le dilemme fondamental, c'est que chez le tout petit, je reprends ce que j'ai écrit, il y a deux besoins qui sont non négociables. Et quand ils entrent en conflit, il y a un des besoins qui est sacrifié. Je m'explique. Dans l'attachement, ce qui est important, c'est de rester en lien avec celui qui prend soin de moi ou celle qui prend soin de moi. Souvent maman ou papa, selon celui qui prend le plus soin de moi et qui est le plus sécure. Et sans lien, il faut savoir, et ça vous le savez, l'enfant ne survit pas. D'accord ? Donc ce besoin, c'est un besoin absolu, qui est un besoin de rester dans le lien, coûte qui coûte, quitte à se sacrifier. Et le deuxième besoin qui est extrêmement important chez le tout petit, c'est d'être authentique. C'est-à-dire de rester en contact avec ses sensations, avec ses émotions, avec ses désirs. Et quand l'enfant, pour être aimé de ce parent-là, perd son authenticité, donc se sacrifie, parce que le parent ne répond pas à ses besoins, à ses émotions et à ses sensations, ne le respecte pas quelque part, ou le force à faire quelque chose qui ne répond pas à ses besoins, hein, toutes les questions du forçage de nourriture ou passage en autoritarisme, etc. Donc l'enfant, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, plus tard, il ne sera pas autonome. C'est-à-dire qu'il va toujours, pour être aimé, pour rester dans le lien avec ce parent, sacrifier son authenticité et aller dans le sens, obéir, aller dans le sens de se soumettre à la volonté du parent et s'éteindre et se résigner. Et oublier ses besoins, ses désirs, sa vérité, ses opinions, etc. Ce qui va donner un problème d'autonomie plus tard, et c'est souvent le profil des dépendants affectifs. Hein. Voilà. Du coup, j'ai dû faire ça déjà petit. Et donc, quand les deux besoins qui sont authenticité et
rester attachés à la personne sont en conflit, c'est l'enfant va toujours se sacrifier, toujours, pour préserver l'attachement. Coûte que coûte, il en va de sa survie, il va toujours perdre son authenticité. Parce que sans attachement, il meurt. Mais par contre, sans authenticité, il mourra à petit feu plus tard. Voilà. Et ça, c'est le dommage énorme qu'on voit apparaître chez les adultes qui se perdent et qui s'oublient dans la relation parce qu'à une ancienne époque, ils ont dû perdre cette authenticité, cette innocence de l'enfance pour obéir au grand. Parce que voilà, même un parent maltraitant, ils vont quand même, ou un parent qui abuse, au service de l'attachement, ils vont préférer adhérer à la volonté de l'adulte et se laisser abuser, ne pas répliquer, ne pas riposter. Déjà, ils ne peuvent souvent pas, mais ils ne vont pas se rebeller, ils vont se soumettre pour préserver l'attachement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment comprendre, parce que ça va se reproduire chez les adultes qui continuent de se soumettre à la volonté de l'autre, tout en trouvant que c'est un peu ridicule, mais continuent de faire ça pour préserver le lien. C'est exactement l'exemple que je donnais de cette femme qui, par rapport au gâteau, là, c'est exactement ça. Hein. Elle s'est mise en soumission avec son mari en perdant son authenticité, c'est-à-dire en perdant la préservation de ses besoins. Elle avait besoin de prendre du temps pour elle, au moins 3 jours par semaine, d'arrêter de travailler. Et lui, il ne voulait pas. Et il la dominait comme ça parce qu'elle avait fait ça déjà antérieurement, sans s'en rendre compte, hein, mais que c'était déjà construit comme ça. Hein. Voilà. Je mets une question par rapport à ça, parce que là, dans cet exemple-là, je me disais peut-être aussi qu'elle a conscience, cette dame, que son conjoint est comme ça, oui. Mais que ça touche quelque chose de son identité à lui, qui est peut-être aussi pas bougeable, entre guillemets. Ah oui, c'est des personnes rigides, en fait. Les contrôlants, quand je me fais contrôler par quelqu'un, c'est souvent quelqu'un qui ressemble à mon papa ou à ma maman, mais quelqu'un qui est un peu rigide, quelqu'un qui sait qu'il a raison, et qui est charismatique et qui s'affirme et qui dit tu sais comme ça c'est la vérité, qui argumente et tu as intérêt à me suivre en fait, tu vois. Oui, donc là, dans ce cas-là, je me dis, est-ce qu'aussi, je ne sais pas le nombre d'années qu'ils étaient, peut-être ça joue ouais, ça aussi, fait 30 ans, 40 ans, voilà, je vois, ils ont passé leur vie ensemble comme ça. Au bout d'un moment, là, c'est pas seulement un paquet de gâteaux qui se joue, non. Et forcément, ça met en jeu le couple, en péril le couple aussi. Si c'est ça le truc, voilà. Donc on arrive sur... Et là c'est ce qu'elle m'a dit, c'est marrant parce que c'est la consultation d'il y a 1 heure. Et effectivement, ce qu'elle me disait, et ce qui était faux, elle m'a dit, oui, mais tu te rends compte que si je lui tiens tête sur un autre sujet, il va non seulement bouder, m'ignorer, faire tout ça, mais elle a dit un truc, et ça c'était faux, je lui ai fait remarquer, mais je vais le perdre. Et je ne veux pas le perdre parce que j'aime bien la famille qu'on a créée, etc. Ça peut se comprendre parce qu'il a aussi des bons côtés. Et j'ai dit, mais est-ce que tu es vraiment sûr que tu vas le perdre pour autant si tu déclines le fait que tu ne feras pas ce rapport et ce compte-rendu qu'il attend de toi à la perfection? Est-ce que tu es sûr que tu vas le perdre? Le perdre, c'est-à-dire vraiment le perdre à jamais, définitivement. Et là, il y a vraiment, on voit comment l'enfant s'est construit, qui était, j'ai dû obéir pour ne pas perdre le lien d'attachement, avec la croyance que si je n'obéis pas, je perds le lien. Et c'est juste impossible pour l'enfant qu'elle était. D'accord ? Alors effectivement, là, il y a très peu de chances que si elle ne fait pas le compte-rendu qu'il attend, il va divorcer pour ça. Même pour le gâteau, il ne va pas divorcer parce qu'elle ne met pas le gâteau, qu'elle achète son gâteau. Donc ce n'est pas du tout la réalité. Mais il y a un imaginaire qui est je vais perdre le lien, j'aime pas qu'il soit fâché, bon ça c'est désagréable, mais j'ai pas envie qu'il parte. Mais il risque pas de divorcer au bout, je sais pas, parce qu'en fait je lui ai dit, tu te rends pas compte que le plus dépendant des deux c'est quand même lui, quelque part. Souvent le contrôlant est beaucoup plus dépendant que le contrôlé. Mais il s'en rend pas compte. On a l'impression que lui, il a le pouvoir, machin, c'est lui qui décide, qui drive et tout, et qu'elle, elle a besoin de lui. En réalité, il a beaucoup plus besoin d'elle que d'elle de lui. Mais bon, ceci n'apparaît pas en apparence, ça ne se voit pas. Voilà, ça et m'amène c'est important de le voir. voir. Questionnement, c'est-à-dire que dans cette idée, effectivement, elle peut dire non à certaines choses, etc. Mais si à chaque fois, elle vient en conflit, là où c'est identitaire pour lui, à quel moment, comment dire ça, on peut respecter l'autre dans ce qu'il est aussi dans le couple.
c'est à quel moment ça se joue qu'on va respecter l'autre comme il est, tel qu'il est, autant soi tel que nous sommes, mais l'autre tel qu'il est. Si à chaque fois, finalement, ce qui vient heurter, ça va être quelque chose de la question identitaire de l'autre, quoi. Identitaire, là c'est quelqu'un qui est son mari est plutôt rigide, il veut avoir raison. Mais s'il y a quelqu'un en face qui lui tient tête, quand elle commence un peu à poser ses limites, bon, bah là, elle commence à passer, quoi. Mais elle ne posait pas du tout ses limites, en fait. Donc on peut poser ses limites en respectant l'autre. Et puis à un moment donné, on peut dire, écoute, non, moi c'est vraiment non négociable pour moi que je prenne 3 jours ou 3 après-midi pour moi parce que je suis proche de la retraite et que j'ai envie de prendre du temps pour moi. Tu penses ce que tu veux, mais c'est non négociable. À un moment donné, quand on veut sortir de la suradaptation, il faut prendre le risque de perdre l'autre. Quand on s'est complètement perdu et qu'on voit que on prend cher. C'est-à-dire qu'on commence à somatiser, on commence, comme j'ai dit, fatigue, stress, tension, accident. Voilà, on est complètement asphyxié en fait quelque part. Donc c'est qui perd son identité, c'est souvent le soumis. Hein. L'autre, tant qu'on lui donne raison, il continue de prendre le contrôle en fait. Mais on peut effectivement, je vois pas. Et en général, ceux qui sont soumis, ils sont plutôt, ils y vont pas en mode avec la Kalachnikov hein, quand ils mettent leurs limites. Hein. Ils mettent leurs limites. Alors peut-être avec la communication non violente. Alors je te fais savoir que j'ai observé que tu m'as demandé ça. Alors moi je te dis que je suis un peu en stress avec ça et que oui c'est vrai je suis un peu stressée à l'idée de faire les comptes rendus comme tu le demandes et puis je trouve que c'est pas tout à fait juste et peut-être que je vais te demander mais peut-être que pas tu vois. On n'y est pas en mode bon écoute ton truc j'en ai rien à foutre. Donc tu te le fais, moi je ne vais pas le faire, hop, terminé. On n'en est pas du tout là, hein, tu vois. Donc avant d'arriver à poser ses limites, pour les personnes qui sont suradaptées et qui ont peur de perdre le lien, il y a du boulot. Pourquoi ? Parce que la colère est rentrée. C'est des personnes qui ne savent pas s'affirmer, qui ne savent pas se mettre en colère. La colère est interdite parce qu'il y a eu trop peur quand il y avait l'enfance de perdre ce fameux lien d'attachement. Tu vois ? Donc souvent, c'est la colère et elle est retournée contre soi. D'où les somatisations et trucs comme ça. Voilà. Bon, c'est pas très, très sain tout ça. Donc, en fait, ce qu'on va observer, c'est que quand je disais qu'il y avait des réponses de soumission, donc quand l'enfant, je reparle sur les théories de l'attachement, hein, quand l'enfant ne peut pas, quand on ne répond pas aux besoins de l'enfant, le parent ne répond pas aux besoins de l'enfant, qu'est-ce qui se passe ? Soit il va chercher à riposter, donc à attaquer, à contrôler, à imposer son point de vue, ou agresser pour se protéger. Ça peut être une réponse, en général c'est la première réponse qui vient, c'est le non, je ne ferai pas ce que tu veux. Bon, souvent les enfants, ça ne dure pas longtemps parce que le parent prend le dessus. Calme-toi, va dans ta chambre, voilà. Et donc ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, qu'on appelle la réponse du fight, ça c'est la première fight, la réponse d'attaque, qu'on va retrouver ensuite dans les réponses de survie chez les adultes dans la relation. Je vais agresser l'autre quand ça ne va pas. Je vais l'attaquer, je vais essayer de prendre le contrôle, ce qui est le cas du mari là. Hein. La deuxième réponse, c'est fly. C'est fuir, s'activer, se réfugier dans le fer. L'évitement, la réponse d'évitement, c'est par le mouvement. Plus je fais des tas de trucs, on voit des adultes comme ça qui sont hyperactifs, plus je bouge, plus je m'active et plus je fuis en fait. Qui est la réponse de on n'a pas répondu à mes besoins, mais j'ai trouvé une astuce de fuir. C'est-à-dire c'est l'envie de partir en courant. Quand on est petit, on ne peut pas partir en courant, on ne va pas fuguer. Mais quand on est grand, on peut rentrer dans le mouvement. Hein, on s'agite, on fait plein de trucs, on fait. Et ça, c'est la réponse de fuite qui n'a pas pu être possible quand j'étais petit. La troisième réponse, c'est la réponse freeze, qui est la réponse de figement, qui est se couper de ses émotions, se dissocier, disparaître, avoir envie de se cacher, s'effondrer, avoir honte. On va le retrouver chez des adultes. C'est la troisième réponse de survie. Il y a des gens qui ont honte, qui ont envie de disparaître quand ça ne va pas, qui veulent se cacher, qui se coupent, etc. Donc ça, on a les 3 réponses de survie qu'on voit très fréquemment dans la relation amoureuse quand ça commence à avoir des conflits ou que l'autre nous agresse, etc. Et la dernière réponse, qui est celle-là, celle qui nous intéresse ce soir, on appelle faune.
c'est la réponse de servilité, qui est je vais apaiser, je vais être conciliant, je vais me rendre indispensable, je vais jouer au gentil, je vais désamorcer la menace en disparaissant de moi, en laissant mon authenticité de côté. Donc je vais mettre en place ce qu'on appelle, nous, un faux self, c'est-à-dire une fausse image de moi. Je vais jouer à quelqu'un de gentil, de conciliant, d'arrangeant, d'aimable, d'attentionné. Et je ne sais même plus que je ne suis pas ça. Alors j'ai un exemple de tout à l'heure, d'ailleurs, j'avais une autre de mes patientes qui arrivait tout à l'heure, et qui était en deuil, et qui me dit, c'est fou parce que j'ai passé 1 an et demi avec un garçon qui était des plus charmants, qui m'a dit que je pouvais compter sur lui, qui m'aimait tellement, qui me, je sais pas quoi, qui me disait, voilà, j'ai déménagé pour lui avec mon enfant, c'était génial, il était tellement adorable, tellement gentil, tellement à l'écoute, tellement tata, tellement. Et au bout d'1 an et demi, il n'en pouvait plus d'elle. Et donc, il lui a dit, maintenant, tu te casses de chez moi, j'en peux plus. Voilà, c'est bien simple. Mais il n'a pas arrêté d'être gentil du début à la fin. C'est-à-dire, même au moment où il lui a dit, écoute, dans 30 jours, je te donne voilà, ta dème, hein, tu t'en vas. Il continuait d'être gentil. Il continue toujours d'être gentil, de lui dire, ah, t'as bien dormi, ma chérie, de jouer avec son fils. Mais il est raide. Il a dit, non, mais non, tu restes pas. Mais il continue d'être charmant, d'être attentionné. Hier, elle était malade, donc il s'en est occupé, etc., etc. Donc, en fait, je lui ai dit, mais il y a peut-être... quel est le problème dans cette relation, à ton avis? Parce qu'après, lui, il dit... il a fait un truc classique chez les passifs agressifs. Il a dit, voilà, écoute, tu me reproches plein de trucs, tu es la méchante, moi je suis le gentil, tu as fait ça à telle date, tel jour, telle heure, tu as fait ça, rappelle-toi, alors il y a 6 mois, il y a 2 ans, il y a ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, et je n'ai pas oublié ça. Donc maintenant, je te fais la liste de tout ça, et maintenant, je te demanderai de partir à la fin du mois. Voilà. Hop. C'est horrible, c'est un passage à l'acte, ça s'appelle. Mais pourquoi? Parce que je lui ai dit, est-ce que tu peux te rendre compte que ce mec jouait au gentil? Il a écrit, je suis le gentil, je tiens mon image de marque, et en aucun cas, j'ai envie d'apparaître au monde comme un méchant. Par contre, toi, tu vas être la méchante. Et il fait comme ça, et je lui dis, est-ce qu'il n'y a qu'avec toi qui se comporte comme ça? Il dit, mais absolument pas. Il est comme ça avec tout le monde. Et toutes mes copines, elles adorent ce mec parce qu'il est super gentil et qu'elles m'envient et que vraiment il est adorable, il est très attentionné, il est très chevalier servant et franchement il me dit que des mots gentils, il a que des attentions et tout ça. Et moi je trouvais qu'il était parfait. Oui, sauf qu'il n'est pas du tout authentique. Donc c'est ce qu'il a fait depuis qu'il est petit, je crois qu'il avait perdu sa maman, et donc il est au service du féminin pour se faire aimer, c'est-à-dire il a perdu son vrai self. Donc quand il a envie d'un truc, il est hypocrite, il ne s'en rend même pas compte. Hein. Il se manipule tout seul, et il manipule l'autre en disant oui, oh, ça me fait plaisir de te faire plaisir, oh là là, c'est trop bien et tout, je suis trop content, comment tu vas ma chérie et tout. En fait, souvent, il n'est pas authentique. Il ne sent même pas que ce n'est pas son envie. Il est coupé de ses envies et de ses besoins, puisque rappelez-vous, l'enfant se sacrifie pour le parent et perd son authenticité, donc n'est plus en contact avec ses vrais besoins et ses désirs à lui. Il est en contact avec les besoins de l'autre et les désirs de l'autre. C'est pour ça qu'il se perd là-dedans. En jouant au gentil, il y a écrit t-shirt, je suis un gentil et je resterai gentil jusqu'à la fin de ma vie. Parce que c'est comme ça que je me fais aimer en jouant l'indispensable. Voilà, donc c'est hyper malsain comme truc, et elle s'est fait attraper. Et donc après, faire un deuil, c'est considérer qu'elle avait une image, une photo d'un mec. C'est comme tu as une photo, il est beau. Oh, il est gentil, hein, c'était bien ça. Mais c'est une image. C'est pas du tout la vérité, en fait. Voilà. Donc elle s'est faite attraper, comme beaucoup se font attraper, par des altruistes qui sont... oui, parce qu'avant, elle tombait sur des mecs qui n'étaient pas altruistes. D'un coup, elle tombe sur un altruiste, donc elle s'est dit, ah, c'est génial, pour une fois, il me comprend, il m'écoute, il est gentil, il est gentil. Ouais, mais enfin bon, c'est du fake, quoi. Donc, faut comprendre ces mécaniques, sinon, c'est bizarre, parce que quand elle le questionnait, parce que des fois, elle allait le chercher en disant, mais attends, tu as l'air d'être d'accord, ou tu as l'air d'être content, mais ça n'a pas l'air d'être vrai, je pense que tu me mens. Il disait, mais non, pas du tout. Parce que lui-même ne s'en rendait pas compte, en fait. Et donc, plus on est avec quelqu'un qui joue au gentil, machin, plus on va le chercher, parce qu'on sent que c'est mou en face, on sent que c'est faux.
Et l'autre, il maintenait que c'était, mais non, c'est vrai, non, ça me fait plaisir de te faire plaisir. Donc, voilà. Mais on devient presque violent quand on sent que l'autre abdique à ses vrais besoins ou à ses désirs. On sent qu'il y a du faux self, et on essaye d'aller chercher l'autre en mode, bon, allez, tu vas me la cracher ta Valda, arrête de me dire que c'est vrai, tu me racontes des cracks en fait. Et l'autre, il dit, non, pas du tout, moi je suis content, très content, ah, je suis content, trop bien. Et donc plus elle allait chercher, plus il disait, non, tout va bien. Bon, casse-toi maintenant, hein, t'as que 30 jours. Voilà, hop, au revoir, et c'est comme ça. Voilà. Donc il y a des choses qui deviennent extrêmement violentes parce que il y a des masques en fait. Hein. Donc regardez si vous-même vous ne portez pas le masque de celui qui s'adapte, qui joue au gentil et qui se perd là-dedans et qui est plus connecté à lui. Et à force de ne pas être connecté à soi et à son authenticité, il ne sait même pas qui il est en fait. Je ne fais pas exprès, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il est coupable. Je suis juste en train de dire que la personne s'est perdue dans ce rôle du gentil et ne sait même pas qui elle est au fond parce qu'elle ne se connecte plus à elle-même. Et ça, c'est la réponse de servilité, hein, la réponse d'apaisement. Oui, il faut être méchant. Non, on ne peut pas être méchant. Je plaisante. Non, c'est impossible. La colère est complètement... Comment on fait la distinction entre quelqu'un qui est vraiment gentil et quelqu'un qui l'est de façon faible? Parce que quelqu'un qui est vraiment gentil n'évite pas les conflits. Pas peur du conflit. D'accord ? Il ne peut pas être toujours gentil. Tu ne peux pas être toujours en accord avec l'autre. Il y a des fois, oui, ça te fait plaisir de faire plaisir, puis des fois, tu as envie de t'occuper de toi, ça ne veut pas dire que tu es égoïste. Tu n'as pas toujours envie de faire plaisir à l'autre parce que ce n'est pas le moment, parce que tu n'as pas le temps, parce que tu es fatigué, parce que juste parce que tu n'as pas envie, c'est tout. Et donc non. Donc si tu n'as pas peur d'aller au conflit et de dire, non, je ne suis pas là, je n'ai pas envie de faire ce que tu as envie, pas envie de regarder le même film que toi, tout simplement parce que je n'ai pas envie, tu n'as pas besoin de te justifier. Voilà. En fait, pour autant, c'est pas contre toi. Je ne suis pas un méchant parce que j'ai pas envie de regarder le même film. Oui, bien sûr. Tu vois ? Et j'ai pas peur que l'autre me dise, ah, t'es pas sympa, regarde le même film, tu veux regarder jamais le même film que moi, t'as pas les mêmes goûts. J'ai pas peur de me confronter à l'autre, au désaccord de l'autre ou à la réprobation. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur, comme cette femme, qui avait peur que l'autre se fâche ou soit pas content, ou dise, ah, quand même, t'exagères. Ben oui, bon, tu as le droit de penser que j'exagère, ce n'est pas contre toi, mais ce soir, je n'ai pas envie de regarder le même film que toi. Ça va s'arrêter là, quoi. Tu vois ? Donc, c'est toujours l'apprentissage de poser ses limites et de se respecter. Et donc, c'est le fait de ne pas éviter les conflits qui fait la différence. Je ne suis pas méchant quand je dis un non, je suis quelqu'un qui me respecte. Et je te respecte aussi par la même. Puisque quand je mets un non, ça veut dire que quand je fais un oui, c'est un vrai oui. Si j'ai vraiment envie de regarder le même film que toi, c'est que c'est vraiment vrai. C'est authentique. Sinon, je te fais un truc, je bricole parce que j'ai pas envie de regarder le film et je te fais, ah oui, quand même, oh, c'est pas grave. Allez, je vais me taper le film que t'aimes parce que je te fais plaisir. Mais en fait, j'ai pas du tout envie en réalité. Mais au service de la relation, parce que t'aimes bien, que ça va te faire plaisir, que je te fasse plaisir, je vais le faire. Mais ponctuellement, on peut faire aussi, c'est normal de faire plaisir à l'autre. Ponctuellement, oui, si ça te fait plaisir. Si tu le fais avec l'élan du cœur, pas si tu le fais parce que il faut le faire. Voilà, ça part pas du il faut faire plaisir à l'autre parce que dans un couple il faut faire plaisir à l'autre. Ça part de ton élan du cœur, de ta disponibilité, de ton envie, donc d'un respect de soi. Tu comprends ? Et ça, il faut vraiment le distinguer. Sinon, tu rentres dans la suradaptation. Dans un couple, il faut faire plaisir à l'autre. Dans un couple, il faut faire des compromis. Dans un couple, on ne fait pas ce qu'on veut. Dans un couple, on n'est pas libre. Parce qu'il y a aussi ça. Moi, j'avais un autre patient, un jeune, cette semaine, qui me disait, moi, je suis avec une super nana, on s'entend bien depuis 3-4 ans, mais je me demande si je vais m'engager avec elle, parce que pour moi, le couple, ça reste quand même un lieu d'enfermement. C'est quand même une prison dorée, parce que je ne peux pas faire tout ce que je veux. Alors je lui dis, c'est quoi faire tout ce que tu veux ? Tu vois ? Genre, je me soumets au couple, quoi. Pas elle, parce qu'elle l'empêchait de rien du tout. Hein. Je lui dis, elle t'empêche de quelque chose ? Non, non, je pensais qu'elle allait m'empêcher de voyager, mais non, là je lui ai dit que je voulais vraiment voyager pendant 2 mois. Elle m'a dit, ok, par 2 mois, c'est pas un problème pour moi. Donc, il s'est raconté une histoire. Il s'est dit, elle va m'empêcher de voyager sans elle. Non, pas du tout. Et après, il me dit, alors je lui dis, mais elle t'empêche de quoi ? Le couple t'empêche de quoi ? T'enferme de quoi ? Eh bien, oui, si, ça va m'enfermer. Je ne vais pas pouvoir être non exclusive. Je ne vais pas pouvoir me taper d'autres nanas, quoi, en fait.
Donc, je lui dis, bah oui, c'est vrai, choisir, si tu as choisi un contrat d'exclusivité avec elle, c'est vrai que choisir, c'est renoncer aux autres. Bon, and so what? Il me dit, bah oui, mais moi j'aime bien séduire, là, c'est embêtant, et puis peut-être que c'est pas elle la bonne personne. Alors, toujours la même histoire. Hein. Qui est la bonne? Est-ce que je fais le bon choix? Pas le bon choix? Est-ce que c'est la bonne personne? C'est pas la bonne personne? Peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs. Ça, c'est le classique, hein. Voilà, tout le temps, ce truc-là. Enfin, c'est le classique de notre société aujourd'hui. Hein. L'herbe est toujours. C'est ce que je lui ai dit, tu es atteint du FOMO. Vous connaissez le FOMO, hein, Fear of Missing Out. Là, je vais rater le plan d'à côté qui est 10 fois mieux, qui est extraordinaire, alors que le plan que j'ai, je le connais. C'est un super plan, mais le plan d'à côté est beaucoup plus extraordinaire que mon plan que je connais par cœur. Voilà, bon. Alors qu'il me disait qu'il était hyper satisfait de sa relation avec sa nana. D'accord ? Franchement, encore s'il était insatisfait, je peux comprendre, mais là, ce n'était pas le cas du tout. Il était hyper satisfait, ça se passait super bien, il y avait tout ce qu'il voulait. Bon, d'accord, mais il ne pouvait pas s'empêcher de se dire, ouais, mais quand même, je pourrais essayer. Le mec, il veut tout avoir. Je vais rater le plan d'à côté. Et ok, je lui dis, ok, d'accord, pourquoi pas. Tu peux examiner ce côté FOMO, quoi, dans lequel la plupart des jeunes sont là-dedans, pas que les jeunes d'ailleurs. Toujours l'impression de rater l'événement, le voyage extraordinaire, que là il va s'éclater, et que s'il ne fait pas ça, il ne va pas s'éclater, qu'il va rater le machin, et que voilà. Bon. Donc ça, c'est un classique du genre, que l'extraordinaire se trouve toujours là-bas et pas dans ce que je vis ici, puisqu'à force de 4 ans, il est en sécurité avec elle, donc forcément, on peut imaginer qu'il commence à s'ennuyer ou à s'éteindre. Je lui ai dit, mais tu es responsable de t'éteindre. Personne ne te dit de t'éteindre dans cette relation. C'est pas parce que tu ne te fais pas d'autres meufs que tu t'éteins quand même. Il ne faut pas exagérer. Et il me dit, bah oui, c'est vrai ça. Je peux faire ce que je veux en fait. Elle ne m'empêche pas d'être libre. Et je lui dis, mais comment ça se fait que tu as cette vision du couple qui est vue comme une prison ou un enfermement? C'est quand même curieux, ça vient d'où ce truc? Et après, il me dit, bah oui, mais mes parents, ils n'arrêtaient pas de s'engueuler entre eux. C'était un cauchemar. Mes grands-parents aussi. Enfin, je sais pas, tout ce que j'ai vu, ça donnait pas envie de faire couple en fait. Donc j'avais l'impression qu'il y en avait un qui était soumis, l'autre qui faisait absolument ce qui... C'était ça, hein. Il y en avait un qui était soumis, dominant, dominé. Et moi, j'ai pas envie de reproduire ça, j'ai envie de faire ce que je veux, j'ai pas envie de ne pas être libre dans la relation. Je dis, ouais, enfin, tu as vu le prix à payer, tu es prêt à sacrifier cette relation qui se passe bien pour aller abîmer ta plate-bande et te taper d'autres meufs, tout ça pour voir si vraiment c'est la bonne ou pas la bonne. Parce qu'une fois qu'elle est abîmée, ta plate-bande, il faut la récupérer, c'est pas évident. Hein. Il a surtout peur de s'engager, en fait. Hein? Il a peut-être peur de s'engager, du coup. Oui, bah, ça donne la peur de s'engager. Ça donne la peur de s'engager, effectivement. Donc, à chaque fois, il insuffle de l'insécurité dans sa relation, parce qu'il dit peut-être que t'es pas la bonne, t'es pas la bonne. Bon, ça, c'est un grand classique du genre. Vas-y, prends le micro. Moi, j'ai déjà posé une question, allez-y. Tout à l'heure, Véronique, tu parlais de l'élan du cœur, qu'il fallait que ce soit quelque chose de naturel. Ouais. Et quand, dans le couple, il y en a un qui n'a jamais d'élan du cœur. Qu'est-ce que tu restes? Pourquoi tu restes avec? S'il n'a pas plaisir à être avec toi et à prendre soin de toi, pourquoi il est avec toi? On peut se poser la question. Tu sais pourquoi il était avec toi? Est-ce qu'il sait peut-être pas faire aussi? Le confort. Oui. Bon, est-ce que toi, ça t'intéresse d'avoir quelqu'un qui reste avec toi par confort ou pour pas être seul? Est-ce que toi aussi, tu as le même problème de rester avec quelqu'un pour pas être seul? Non, c'est pas très intéressant tout ça. Tu vois, je pense qu'à un moment donné, il faut se rendre compte que la relation qui est épanouie, c'est celle où je prends soin de moi et je prends soin de toi. Mais je prends d'abord soin de moi pour prendre soin de toi. D'accord? Mais je prends aussi soin de toi. C'est gagnant-gagnant. C'est pas je m'en tape de toi, j'ai pas envie, je fais que parce qu'il faut le faire. Parce que quand tu es dans je me force à faire des choses par obligation parce qu'on est en couple, vite, il va le payer, personne ne va le payer. Celle qui fait des efforts, qui force à faire des trucs, elle te le fait payer. Un peu comme l'exemple du gentil qui se forçait à faire des trucs, un grand sourire. Puis après, écoute, c'est bien gentil, la porte, elle est là. Voilà. La peur de souffrir. Pourquoi la peur de souffrir? De quoi? La peur de perdre le lien? Il n'a pas cet élan du corps parce qu'il a peur de souffrir, il a peur d'aimer pour pas souffrir en fait. Hein. Du coup, il se donne pas. Du coup, on joue au gentil pour pas souffrir. Hein? Il ne veut pas être vulnérable peut-être. Ah oui, il n'est pas gentil, vulnérable. on va dire, il n'est pas
affectueux ou il n'est pas démonstratif parce qu'il ne veut pas se donner pour peur de souffrir après si jamais... Oui, c'est souvent la peur de la vulnérabilité. Hein. Si je me montre, si j'ai un faux self et que je ne montre pas mes émotions, par exemple, ça c'est... j'ai encore un cas comme ça. Hier, j'avais quelqu'un qui était dans le surcontrôle émotionnel. J'ai épousé quelqu'un qui est dans le surcontrôle émotionnel. C'est je montre jamais, je fais comme ça, là, très lisse, je suis pudique, je dis pas ce que je sens, je dis pas ce que je pense. Donc l'autre, c'est un mystère, quoi. Donc les mystérieux, c'est attirant et attractif. Mais au bout d'un moment, si tu veux, tu vois, il finit par la quitter aussi dans cette histoire, sans explication très claire, parce qu'il ne veut pas montrer sa vulnérabilité. Donc encore quelqu'un qui est dans un faux self, qui lui fait les violons, qui s'emballe pendant 6 mois en lui disant « T'es magnifique, avec toi, je vais faire plein de choses, tu es tellement nanana, donc je te monte au plafond. » Et puis après, il joue au mystérieux parce qu'il ne dit pas quand ça ne va pas. Il y avait des trucs, il y a eu des situations où ça n'allait pas pour lui, mais il ne voulait pas se montrer vulnérable et il ne voulait pas se fâcher avec elle non plus et lui dire qu'en fait, ça l'avait gavé, qu'elle s'était comportée en mode jalouse et ça l'avait gonflé. Il n'a jamais voulu lui dire ça, plus ça, plus ça. Après, il commençait à lui faire la gueule, à être distant, à être de moins en moins, lui donner de moins en moins de nouvelles. Et au final, il lui a dit, écoute, tu sais, je ne le sens pas. Je la sens pas, la relation, je la sens plus. Alors qu'au début, c'était gna 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 gna, tu vois. Et donc, elle se retrouve avec je t'aimais, je t'aime plus. Et c'est pas très clair, tu vois. Et je lui ai dit, mais tu te rends pas compte que ce mec, quand il te regardait de haut comme ça, avec un regard intense, sans te dire, sans te parler, sans communiquer de ce qui se passait pour lui, c'est le surcontrôle émotionnel. C'est-à-dire, je ne montre pas, je ne dis pas, je ne nomme pas ce que je vis, parce que j'ai peur de te dire ma vérité. Donc on est toujours sur la problématique de l'authenticité. L'enfant perd son authenticité pour garder l'attachement du parent. Ça donne des problématiques énormes à l'âge adulte. Voilà, et on se retrouve dans des cas comme ça. C'est encore un autre exemple où elle était, voilà, c'était pathétique parce qu'à la fin, il lui a fait les violons, puis après, je te largue, mais c'est pas clair du tout, quoi. Il sait même pas pourquoi il l'a largué en fait. Il lui a jamais fait vraiment de vrais reproches. Je le sens plus, bon bah c'est bien. Ouais. Vas-y, donne-lui la parole parce que sinon. Alors, tu prends la parole avec le micro. Je voudrais prendre la parole sur l'attachement, parce que l'attachement, il est essentiel pour pouvoir évoluer. S'il n'y a pas d'attachement, je pense que l'individu ne grandit pas, malgré qu'il peut être en déséquilibre avec ce que peuvent donner les parents, qui n'est pas tout le temps adapté ou avec des priorités de famille, de constat. Je pense que s'il n'y a pas ça, l'être humain, il ne peut pas évoluer. Donc l'attachement, il est primordial pour pouvoir aussi avancer dans une relation, peu importe laquelle qui se présente et comment on grandit là-dedans. Comment on et grandit donc, dans l'attachement ? Bah oui. L'attachement, il permet de grandir pour moi. S'il n'y a pas d'attachement, si on est coupé totalement de l'attachement, on ne peut pas grandir. Oui, et bien, il y a différents types d'attachements. Après, tu sais que tu as les attachements insécures et les attachements sécures. Et donc, c'est essentiel. Bah oui, c'est essentiel. Et donc, la manière dont aussi, ça permet de passer des paliers, l'attachement, et d'évoluer tout le temps. Et on est en pleine évolution tout le temps dans ce qu'on vit et dans ce qu'on est. Oui, mais c'est pour ça qu'il y a la théorie de l'attachement. La théorie de Bowlby, elle sert à ça. Elle bah sert oui, à vous donner de Bowlby, c'est un modèle pour comprendre dans quel type d'attachement vous vous promenez et dans quel type d'attachement se promène l'autre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des attachements dits insécures. D'ailleurs, je donne des accompagnements là-dessus, attachement évitant, attachement anxieux. Et effectivement, ça donne des troubles de l'attachement qu'il faut corriger à l'âge adulte. Parce que sinon, vous gardez toujours ces problématiques tant que vous ne mettez pas de la conscience sur ces mécaniques et que vous dites que c'est l'autre qui a tort. Par exemple, là, dans mon dernier exemple, je le sens plus, je te quitte, et que cette personne, cet homme ne se remet pas en question, il va répéter évidemment. Donc il y a une forme de trouble de l'attachement, c'est-à-dire j'ai perdu mon authenticité à une ancienne époque et maintenant je ne sais pas bien m'attacher. Je m'attache au début quand tout va bien et dès qu'il y a un problème, je ne suis plus au rendez-vous, quoi. Voilà. Donc on ne va pas faire un couple très long. Je lui ai dit là, avec quelqu'un comme ça, tu ne vas pas faire un couple durable, tu vas faire un couple éphémère. Effectivement, quand on regarde, il ne peut faire que des couples éphémères. Ou un couple où l'autre se soumet, voilà, et qui joue au gentil. Mais sinon, ou alors on est en surface, on ne dit pas ce qui ne va pas. Pourquoi pas ? Mais ça fait pas, il n'y a pas d'intimité. Donc ça va créer des troubles de l'attachement.
Donc la difficulté, ça va être de sortir du déni, de se comprendre déjà soi, de ne pas s'en vouloir d'être comme ça, et surtout d'arrêter d'accuser que c'est les autres qui sont des méchants, c'est des autres de reprocher aux autres que ceci, cela, de voir sa part de responsabilité, ce qui n'est pas toujours évident déjà. Voilà. Mais on est des êtres d'attachement et c'est sûr que c'est important de s'attacher. Et pourtant, l'attachement sain, l'attachement sécure, c'est pas, ça se gagne en fait. Alors, tu as le micro là ou pas? Non, ben voilà. Décidément, à chaque fois que je vous la porte. Je fais la passagère. Comme tu parles d'attachement, est-ce qu'on peut être attaché à quelqu'un sans avoir de sentiments amoureux pour lui? Tout à fait, oui, mais c'est des attachements de confort, comme tu viens de le dire. C'est j'ai pas envie de quitter la maison, on fait des bons parents, on fait de la coloc. Oui, on peut ne pas être cimenté sur le sentiment amoureux. C'est un peu rare aujourd'hui parce que la plupart des gens veulent du sentiment amoureux. Mais il y a des personnes qui ont des arrangements à l'amiable avec leur ex parce qu'ils préfèrent le confort qu'autre chose. Et pourquoi pas? Je veux dire, après, s'ils trouvent leur bien-être là-dedans, tu sais, moi, il n'y a pas de jugement. Ouais. J'ai une question. Donc, si je reprends un peu ce que vous disiez il y a un petit moment, un enfant qui a, on va dire, intégré qu'il n'avait pas trop le choix pour être aimé, d'être gentil à sa place et de rien dire, et qui grandit comme ça, et que du coup, pour que tout se passe bien en amour, soit le gentil, je suis gentil toujours, même si au fond de son cœur, c'est pas le cas. Comment lui faire comprendre que, voilà, pour qu'il y ait une relation saine, il faut aussi qu'il se montre, qu'il exprime les choses, qu'il n'ait pas peur d'exprimer les choses. Ben ouais. Donc Comment et que ça devienne même comment dire, pas quelque chose qu'on quémande, mais quelque chose de naturel, puisque du coup ça amène une certaine, même dans les deux sens, une confiance, parce que quand on ne sait jamais, ça renvoie peut-être des fois à l'autre une hypervigilance, parce qu'on ne sait jamais si ce qui est dit est vrai, pas vrai, si quand on sent. Donc pour faire sortir une tortue de sa coquille, enfin de son carapace, il faut qu'il y ait de la sécurité. Il faut qu'il y ait un sentiment de sécurité, qu'il ne se sente pas jugé et que justement qu'il reconnaisse le droit, que cette personne reconnaît le droit d'avoir des émotions et des préférences sans perdre le lien. D'accord? Ça veut dire, oui, c'est ça qu'il faut que tu l'amènes à sentir qu'il a le droit d'avoir des émotions, de ne pas te faire plaisir tout le temps, de faire des choses pour lui qui ne te feront pas plaisir, et que pour autant, il ne perdra pas le lien, il se sent en sécurité avec toi. Ça veut dire que tu l'accueilles comme il est. Tant qu'il ne le vérifie pas, il ne sortira pas de sa carapace. Hein, je te le dis. Sans vouloir non plus, je ne vais pas rentrer dans les... Même si, bon, je vais forcément rentrer un peu dans les détails. Mais parfois, en fait, on a besoin d'exprimer ses émotions. Et des fois, justement, quand quelqu'un... on peut exprimer des émotions négatives sans que ça mette en péril le couple. Mais ce genre de personnes peuvent avoir le sentiment que ça met tout de suite en péril le couple. C'est ce que j'ai dit, les gens qui évitent les conflits. Alors que justement, comment lui faire comprendre? Parce qu'il faut quand même exprimer un petit peu... On ne peut pas se mentir, on ne peut pas mentir à la personne en lui faisant croire que tout va bien pour l'amener dans une sécurité. C'est ce que je viens de te dire. Ou alors, je n'ai pas compris. C'est ce que je viens de te dire. C'est sur l'évitement des conflits, que le conflit n'est pas quelque chose de violent. On ne confond pas le conflit et la violence. C'est pas parce qu'on n'est pas en accord, d'abord on n'est pas obligé de hurler pour dire un désaccord, et que c'est pas parce que tu n'es pas, que je ne suis pas ou que tu n'es pas d'accord avec moi que forcément on va perdre le lien, que le lien va s'abîmer. D'accord. Tant qu'il n'y a pas cette compréhension, il y a la peur de perdre le lien ou d'abîmer le lien, comme à une ancienne époque, parce que ça a été vécu comme ça. S'il y a eu des parents autoritaires, et ben forcément l'enfant pour se préserver, c'est évident. L'enfant, pour se préserver, il va se taire. Donc, il ne va plus vouloir de cris, de violence, de machin. Il va s'adapter et se soumettre. Et donc, surtout, ne pas exprimer, ne pas déranger, ne pas faire de bruit, ne pas faire un cri au-dessus. Et dès qu'il entend que quelqu'un crie ou dit un truc un peu autoritaire, soit il se soumet, soit il se barre, soit il fuit. D'accord ?
Mais donc, il n'y a pas de sécurité du lien. Et donc, ce que je viens de dire, c'est j'ai le droit et tu as le droit d'avoir des émotions ou des désaccords et des préférences, mais on ne va pas perdre le lien pour autant. Et ça, il faut vraiment qu'il le pige. On ne perd pas, je ne vais pas perdre le lien avec toi. Il faut le vérifier. Parce que ça, ce n'est pas vérifié pour lui. Si je ne me soumettais pas à l'adulte autoritaire quand j'étais petit, je prenais cher. Oui, c'était le cas. Ben voilà. Donc du coup, maintenant, j'arrête. Soit je me soumets, soit je me rebelle. Soit je me barre. Merci. Alors, tu prends le micro. Après, il y a quand même une notion de culpabilité, en fait, Ben, c'est avec ça. tout ça. Ben, C'est-à-dire exactement. qu'en fait, si t'es pas comme ça, si tu fais pas ça, si t'es pas comme ça, en gros, je t'aime pas, quoi. C'est ça. Donc c'est ce qu'a compris l'enfant. C'est le parent ne tolérait pas les émotions négatives. Donc avoir un avis différent entraînait du retrait de la part du parent, de la froideur ou du drame. Donc l'enfant apprend c'est ça, à être servile, à s'éteindre, à s'atténuer à l'autre, c'est-à-dire à se connecter à l'autre plutôt qu'à lui-même. Et donc, ce qui va donner chez l'adulte, comme tu as dit, de la culpabilité, de la sensibilité, de l'empathie aussi, être attentif à l'autre, qualifié de quelqu'un de super gentil, d'exceptionnel par l'entourage, mais incapable de répondre à qu'est-ce que tu veux toi. Quand on lui demande qu'est-ce que tu veux, il est en train de scruter le visage de l'autre en disant toi, tu veux... et toi. Donc il se perd. C'est pour ça que cette personne devient un étranger pour elle-même et l'expert de l'autre. Alors moi, j'ai une question. Quand, en fait, on a eu, par exemple, si l'enfant a eu une blessure d'enfance, de culpabilité, de rejet ou d'abandon, arrivé à adulte, si la personne... Parce qu'en fait, une blessure dans l'enfance, même adulte, elle ne peut pas être résolue complètement à 100%. Non. Donc ça veut dire que si la personne, en fait, en étant adulte, elle travaille en fait sur sa blessure, quand elle va être confrontée justement avec un homme ou une femme dans une relation, elle va pouvoir peut-être se prendre en considération et prendre conscience de sa blessure, et à ce moment-là, pas d'aller se mettre justement dans cette relation pour, je dis pas pour pas être confrontée à sa blessure, mais le fait d'avoir travaillé dessus, elle va pouvoir décider d'aller peut-être vers une autre personne. Oui. Oui. Bah, en général, c'est ce qui se passe. De manière très simple, quand on a pigé quelque chose, on ne recrute plus les mêmes. Ouais, c'est ça. Ils ne nous intéressent plus. Hein? On répète plus le On schéma. répète plus, on recrute plus, ils nous intéressent moins, ou on reste pas. Ouais, vas-y. Moi, je voulais juste rebondir par rapport à ça, que les blessures de l'enfance ne guérissent jamais vraiment. Juste apprendre à vivre avec, à les reconnaître. Et surtout, il faut se dire que l'être humain est imparfait et que la personne en face de toi va forcément, à un moment donné, si vous faites couple, si vous partagez votre vie ensemble, venir réveiller et titiller ses blessures. Et je pense que l'important, et là où tout se joue, c'est la capacité de se remettre en question, identifier et d'avoir cette maturité et intelligence émotionnelle qui s'acquiert évidemment en travaillant, ça se travaille. Et je pense que tout se joue, je pense, à ce niveau-là, quoi. Si vous êtes ici et si vous m'écoutez dans cette conférence, c'est que vous êtes dans l'introspection. Mais il y en a qui ne se posent pas de questions, il y en a qui ne se remettent pas en question. Je pense que le mari de cette femme, ça ne l'intéressait pas du tout. Quand elle lui a dit à un moment donné, elle lui a avoué qu'elle elle faisait un travail de psychothérapie, il lui a dit écoute, relis Freud et arrête tout ça, c'est des conneries. Donc non, tout le monde ne se remet pas en question. Ça ne veut pas dire qu'ils sont malheureux pour autant, mais et voilà. Oui, vas-y, reprends le micro là-bas. Et je reviens à l'exemple des biscuits au supermarché. C'est très intéressant en soi parce que vraiment c'est un profil où il y a le contrôlant et celui qui s'adapte. Ouais. Okay, en prenant ça de manière brute, le contrôlant, quelque part, j'ai l'impression qu'il y a une dysfonction déjà intrinsèque dans la personne. Parce que celle qui essaye de s'adapter, etc., c'est un peu faire le pas pour concilier, pour garder le lien. Ouais. Donc c'est quelque part
quand même un peu plus sain que celui qui évite. Ma question, c'est en quoi des gens, des personnes qui vont essayer de faire de la suradaptation, de se soumettre, etc., pour garder le lien, comment, ou alors, est-ce que juste en travaillant sur soi pour ne plus être soumis, pour ne plus se suradapter, etc., va suffire dans une relation pour garder le lien et la garder saine? Si la personne en face a une dysfonction sévère, par exemple évitement, etc., et qui n'en est pas conscient, etc., comment y arriver à la fin? Parce qu'on va essayer de se corriger nous-mêmes, mais si l'autre est très ancré dans son schéma, on va peut-être jamais y arriver. Oui, la question c'est, quand je m'oublie, n'oublie pas que tu peux aller loin dans l'abîme. Tu peux te perdre ton identité, te retrouver avec des somatisations énormes. D'accord. Voire des conduites dangereuses. Donc c'est en général celui qui consulte, c'est souvent celui qui est dominé, en fait. C'est celui qui se suradapte, d'accord, parce qu'il a du mal à poser ses limites. Donc, et parce qu'il n'est pas authentique. Il a perdu son authenticité, on a compris, au service des adultes d'avant. Donc, il y a 2 thèmes principaux pour celui-là. Sortir de la peur de perdre l'autre, ça c'est le premier point. Parce que si je ne me respecte pas, si je m'abandonne moi, si je cède, je me quitte, je me déserte, c'est moi que j'abandonne. Je ne me choisis pas. Tout ça pour garder le lien avec quelqu'un qui soi-disant me protège, me sécurise, me machin, c'est pas si vrai que ça. La preuve, si je me mets sous les cailloux, c'est que c'est pas si bon que ça pour moi. Donc, je pense que c'est important de voir les choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait ce que je fais dans les accompagnements, là la prochaine, elle va être sur apprendre à poser ses limites. C'est justement apprendre à oser de soi, retourner à l'authenticité face à l'autre. Donc comment je peux retourner à être vraiment moi et à me connecter à moi face à l'autre et faire face à l'autre, mettre mes limites quand c'est nécessaire. Mais mettre mes limites, ça ne veut pas dire me mettre au-dessus de l'autre. C'est pas prendre le pouvoir sur l'autre. Hein. C'est vraiment dire ça oui, ça non, ça pas comme ça autrement. Ça, je le sens plus, j'irai plus, je vais en rando avec toi, mais là j'en ai marre, ou je vais au resto avec toi, mais là j'ai envie de rentrer, donc je vais rentrer, je suis fatiguée, etc. Donc c'est pas non plus dominer l'autre, hein. C'est juste apprendre à se respecter et prendre le risque de perdre le lien. Parce que parfois, quand on est avec quelqu'un qui est extrêmement rigide et qui ne se remet pas en question, ça peut aller jusque-là. C'est rare, mais ça peut aller jusque-là. Il faut prendre le risque de perdre le lien pour ne pas se perdre. Et donc le bouquin que j'ai écrit, c'est quand la peur de perdre l'autre me fait le perdre et me fait me perdre. Parce qu'en fait, c'est comme ça que quand je perds mon identité et que je me soumets à l'autre, je finis par perdre l'autre parce que je ne suis pas sexy, je suis sa servante, là, par exemple. Je fais tout pour l'autre et l'autre, il finit par me mépriser très souvent. Et c'est pas sexy parce que, je rayonne quoi, la serpillière. Donc, au bout d'un moment... il va s'intéresser à la voisine d'à côté, probablement, ou pas, ou faire de moi une serpillière. Donc, abuser de moi. Ce qui n'est pas terrible, quand même. Voilà. Je le dis un peu avec des mots un peu radicaux, mais comme ça vous fait tilt. Hein, c'est un peu comme ça. Voilà. Mais c'est pas toujours, ça peut être un peu moindre. Mais bon, c'est important de voir comment je me perds dans la relation au service d'un idéal du couple que j'ai, en général, ou du projet couple que j'ai construit avec l'autre, et que j'ai pas envie de perdre, ou de la famille unie que j'ai pas envie de perdre, ou je sais pas quoi, et je me raconte des tas d'histoires pour ne pas mettre mes limites. La question, c'était une fois que je suis conscient de ça, je comprends que voilà, je me soumets trop, etc. Et je commence à travailler dessus. Donc je commence à mettre mes limites et ne plus aller dans ce sens-là. Si la personne en face est radicalement dans son schéma et il s'en rend pas compte, est-ce que c'est jouable finalement? Oui, ça va se terminer en autre boudin. Tu vas fâcher l'autre. En général, quand tu as vraiment décidé et tu as pris le risque de perdre la relation pour ne pas te perdre, tu vas te choisir. Et si l'autre n'est pas d'accord, tu vas perdre le lien. Il va se distancier, il va s'éloigner, et puis voilà, puis la relation s'arrête comme ça. Mais c'est pas dommageable parce que tu t'es choisi. Donc à un moment donné, il vaut mieux choisir. En fait, c'est souvent, je sauve ma peau. C'est même pas que je me choisis, c'est je sauve ma peau. Parce que souvent, c'est des relations où tu dois sauver ta peau. Parce que c'est aller tellement loin que tu es à moitié mort. Donc tu sauves ta peau parce que tu as des conduites dangereuses. Et tu n'as pas le choix, en fait.
C'est soit tu te sauves, soit tu crèves. Donc, soit tu finis encore plus bas. Donc à un moment donné, les gens qui souffrent comme ça dans des relations toxiques et tout, au bout d'un moment, voilà, ils sauvent leur peau, ils se disent bon, je mets la limite, je dis stop à ça je suis plus d'accord, et stop, ça s'arrête. Voilà, terminé. Et ils font souvent une thérapie pour les aider à ça. Alors comment devient-on insoumis ou quelqu'un qui se suradapte? Eh ben, on n'a pas besoin d'avoir une enfance terrible pour avoir ce pattern. Hein. Il suffit d'un environnement où l'état émotionnel d'un parent pèse sur la maison. Par exemple, une mère dépressive dont il fallait préserver la fragilité. Hein, ça donne l'enfant sauveur. Ça peut être un père colérique dont on anticipe la mauvaise humeur dès la porte d'entrée. On l'a souvent dans les pères colériques, les pères alcooliques, les choses comme ça, où l'enfant va scruter à quel moment ça va dégainer. Ça peut être une fratrie où il fallait être sage. Hein, on a vu, ça peut être je dois pas déranger, je dois pas faire de bruit, je dois être sage parce qu'un autre enfant prend toute la place. Donc il ne faut pas des trucs extraordinaires, hein, ce n'est pas que des enfants maltraités. Ou un parent anxieux qu'il fallait rassurer avant d'être rassuré soi-même. Donc ça va donner ce côté suradapté, soumis, voilà. Donc ça va donner ce côté, je dois scruter l'autre, je suis sensible aux signaux de l'autre, j'ai des antennes intuitives pour sentir les besoins de l'autre au détriment des miens. Donc je me déconnecte de moi et je me connecte aux autres. Okay. Voilà. Les signes somatiques ce qu'on appelle le self-abandonment, je m'abandonne, j'abandonne mon authenticité. Souvent on a le souffle haut, la gorge serrée, la nuque et les épaules en hypervigilance, hein, le corps qui prépare à un danger difficile, des troubles digestifs et une fatigue de fond. Donc je ne vais pas trop le développer. Et à force de disparaître, hein, ce qu'on perd, on perd ses désirs, on perd le fil de ses désirs, on ne sait plus ce qui nous fait vibrer vraiment, on ne sait plus ce qui nous fait vraiment envie, on se fond dans l'autre, on est toujours OK, tout devient OK, oh bah c'est pas grave, bah oui ça oh bah oui ça c'est bien d'aller là, oh bah oui tu veux faire du cheval, je vais faire du cheval, tu veux aller tel restaurant, je vais faire tel, tu veux toi le voyage, je fais tel voyage, voilà. Et quand tout est OK, rien n'est vivant, parce qu'on n'est pas connecté à nous en fait, on est connecté à pourquoi pas, on est suiveur en fait. Ah bah pourquoi pas, ça me ferait du bien. Ah bah ça aussi j'aime bien. Ah bah ça aussi j'aime bien. Pourquoi pas découvrir ça? Ah bah pourquoi pas. Sauf qu'en fait on n'est pas en contact avec soi. Donc méfiez-vous des gens qui sont très tout est OK, ils ne sont pas en contact avec eux. La capacité à être seul. Donc à force de disparaître, hein, la solitude devient un vide qui fait paniquer parce qu'il n'y a plus personne dedans. Et souvent ces personnes-là, elles préfèrent s'adapter à l'autre que d'être seules. La colère saine, quand on met des limites, on a une colère saine, on s'affirme. Ici, la colère est désactivée, elle a été interdite. Donc, du coup, on tolère l'intolérable, on accepte l'inacceptable, parce qu'on n'a pas le droit de se mettre en colère. Donc, il va falloir trouver l'équipement de la colère qui a été perdu. Et la colère, je rappelle, n'est pas la violence. Et la relation elle-même, il y a des gens qui ne veulent pas perdre le lien, comme on l'a vu. Hein. Et à force de vouloir garder le lien à tout prix et que ça fonctionne, ben la relation, elle se vide de sa substance et elle devient vraiment inintéressante, non vivante. Les gens s'étiennent souvent. Pour qu'une relation tienne la route, il faut deux personnes, deux individus qui ont deux identités fortes, quoi, deux identités séparées. Pas je me fonds dans toi. Ceux qui ont le schéma fusion, ils se perdent dans l'autre en fait. Et tu et moi, je suis toi, j'ai les mêmes goûts que toi, tu as les mêmes goûts que moi, on fait tout ensemble, tout est OK, il n'y a pas deux identités séparées, c'est je me fonds, je me perds. Les deux se perdent, c'est un amalgame et c'est pas riche du tout, hein, c'est inintéressant. Voilà. Et donc, beaucoup de personnes viennent consulter au moment où le partenaire commence à partir et où elles-mêmes, elles se réveillent en se demandant mais qu'est-ce que j'ai foutu, qu'est-ce que j'ai fait là, pourquoi je me suis tellement suradaptée à l'autre, je me réveille, j'ai fait tout pour l'autre et l'autre finit par me quitter quand même. Et c'est souvent très souffrant, hein, parce que le paradoxe central des gens qui se suradaptent, c'est je disparais au service de la relation. Voilà.
Et c'est ma disparition qui détruit la relation, qui nuit à la relation, et ça, je ne m'en rends même pas compte. Je crois que je suis gentille, je crois que je fais des efforts pour l'autre, je crois que je fais tout au service de la relation, et c'est contre-productif, c'est parce que je me mets en retrait, c'est parce que je ne me connecte pas à moi, c'est parce que je ne mets pas mes limites, que ma disparition détruit le lien. Parce que je donne tout pouvoir à l'autre, et j'ai plus personne, j'ai quelqu'un qui est en face de moi, le partenaire, il dit, mais l'autre, il dit toujours oui. Et donc, c'est pas intéressant, quelqu'un qui dit toujours oui, comme ça, oui, 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 oui. C'est du vent, je parle à un miroir, quoi. Donc il veut rencontrer quelqu'un de vrai, pas quelqu'un qui dit oui, amen à tout, quoi. C'est inintéressant, possible. Voilà. Mais la peur, qui est très précise, qui est derrière, qui a été apprise dans l'enfance, c'est si je montre ce que je pense vraiment, ou ce que je veux vraiment, si j'ai des besoins, l'autre va partir en courant. Donc, je n'ai pas le droit de montrer mes besoins, mes envies, mes désirs. C'est très dangereux. Ça, c'est une croyance de l'enfance, qui a été vraie dans l'enfance, qu'il faut récupérer en disant... C'est pour ça qu'à chaque fois, je confronte ces patients-là en disant « Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il va partir en courant ? Et ce, définitivement, si tu ne fais pas exactement ce qu'il veut, si tu ne fais pas le compte-rendu ou si tu mets les gâteaux que tu veux. Voilà. » Et en général, non. Donc si je dis ma vérité, si je suis authentique, la peur, c'est je perds le lien. Et j'en suis sûre et persuadée. Et ça, c'est ça qu'on doit travailler, puisqu'on revient sur l'ambivalence de l'attachement. Je me suis sacrifiée, j'ai perdu mon authenticité au service du parent, parce que je ne voulais pas perdre l'attachement de ce parent-là pour ma survie de l'époque. Et on revient toujours sur ce même truc. Hein. Voilà. Donc se reconnecter à son nom, donc comment arrêter de s'oublier dans la relation, eh ben, c'est pas par la volonté, c'est de voir de plus en plus combien j'ai peur de perdre le lien, combien c'est faux, et il faut remuscler la prise de risque, de s'affirmer, de poser ses limites. Par exemple, plusieurs fois par jour, des exercices que je fais faire, c'est de dire reconnecte-toi à toi, sens ce que tu veux, comment tu te sens, de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Et souvent, la personne, elle est dans point d'interrogation. Moi, je ne sais pas ce que je sens les autres, mais pas moi. Donc, apprends à sentir ce que tu sens, apprends à te connecter à tes envies. Peut-être lis la liste des besoins, c'est quoi les besoins ? Parce qu'en général, tu ne sais même pas ce que c'est qu'un besoin. Donc, reviens vers ça. Déjà, pose-toi plusieurs fois dans la journée qu'est-ce que tu sens et de quoi tu as envie, de quoi tu as besoin. Et puis, de retrouver des micro-noms petit à petit sur des choses minuscules. Par exemple, ah bah non, j'ai pas envie d'un café, bah non, j'ai pas envie de voir ce film, j'ai pas envie de ce resto. Voilà, des petites choses où la personne ose dire j'existe différemment de toi en disant des petits noms sur des choses anecdotiques. C'est pas forcément des gros trucs. Et donc, ces micro-noms vont permettre de remuscler la personne pour qu'elle apprenne que c'est pas dangereux de dire non. Elle va pas perdre le lien définitivement si je dis non parce que je veux pas voir le même film que toi. Et puis de retravailler sur l'apprivoisement de la colère. Votre écran, là, ça met un oui, c'est pas grave, ça marche quand même. Donc la colère, de laisser, là on va travailler sur comment déverrouiller la colère, comment la colère n'est pas la violence, comment se réapproprier la réponse de combat. Donc tout ça, on fait travailler là-dessus. Une colère qui se vit non comme une agression, mais une colère calme, on peut dire les choses tranquillement, sans forcément passer par la communication non violente, mais en disant clairement, bah, écoute, ça ce soir, c'est pas négociable, j'ai pas besoin de me justifier pour te dire que je ne regarderai pas ce film avec toi ou que je n'irai pas à la plage avec toi. Voilà. Donc, ça peut être important aussi de faire un journal des désaccords le soir, de noter les moments où j'ai eu envie d'être en désaccord avec l'autre et que je n'ai pas osé le dire. Parce que très souvent, les gens qui sont très suradaptés ne se rendent même pas compte qu'ils sont en désaccord dans la journée parce qu'ils disent oui comme ça, de façon automatique. Et ils n'ont même pas eu le temps de voir qu'en fait, ils n'étaient pas tellement en accord non plus. Donc c'est bien de faire une récap, de dire à quel moment dans la journée, je n'étais pas vraiment en accord, mais j'ai quand même dit oui. Ça peut être pas mal de les entraîner à ça. Ou de voir quand ma réponse faune, qui est la réponse de servilité, s'active, eh ben de s'arrêter, de prendre un temps de recul, de faire un stop, et de dire est-ce que j'ai vraiment envie, est-ce que ça ne va pas trop vite, le oui, est-ce que j'ai vraiment envie de dire oui ou de dire non à ce moment-là. Voilà. Et de prendre le temps
pour sentir, voilà. Parce que souvent, ces personnes ont un automatisme de dire oui trop vite et de ne pas assez prendre de recul. Et elles s'engagent trop vite au lieu de dire attends, je ne sais pas, je vais prendre le temps de réfléchir et après je te dis oui ou non. D'accord ? Donc ça aussi, c'est des choses qui doivent s'apprendre, c'est des compétences à acquérir pour ne pas être dans la servilité, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions ou, Moi, j'ai pas une question, mais une remarque. Une remarque. Ce qui est T'as le décliné. micro ? Ça marche. Il est où ? Ce qui est décliné ce soir, en fait, c'est on le retrouve dans toutes les transactions humaines, quoi. Et ça a été prononcé avec un mot qui me semble très très important, c'est l'affirmation de soi. Oui. C'est-à-dire que dans tous les domaines, dans le domaine professionnel, c'est pareil, quoi. Oui, c'est exactement pareil. Si on est une carpette, on se fait bouffer. Moi, j'ai une bonne expérience de la vie. Mais c'est très intéressant, quoi. Et je pense qu'on est en plein dans le mille là. Déjà, savoir ce qu'on veut. Ce qu'on a à s'offrir soi-même pour pouvoir l'offrir à l'autre et aux autres, quoi. Sinon, c'est un peu l'histoire du sauveteur qui veut sauver et qui se noie lui-même, quoi. Exactement. Ouais. Oui, tout à fait. C'est très juste. C'est vrai que là, je travaille dans la relation amoureuse, mais ça se décline évidemment dans la relation professionnelle, dans la soumission à l'autorité, dans la soumission familiale. Je continue de me soumettre à mes parents, même quand je suis grand. La soumission à certains de nos enfants, etc., etc. Et donc, on voit que c'est des conditionnements qui sont très installés, en fait, avec de l'abnégation, souvent, de la docilité, de la servilité, de l'assujettissement, de la crainte des représailles, des trucs comme ça. Aussi le schéma punition, j'ai peur de la punition. Donc, on va retrouver la peur d'être abandonné, des tas de trucs comme ça, qui viennent de notre enfance. Et effectivement, ça se décline dans pas mal de relations. Il faut faire très attention quand on est grand et qu'on a ces habitudes-là à essayer de modifier un peu ces patterns. C'est possible de les modifier quand même en prenant conscience de plus en plus et en disant non, je ne vais pas me mettre, je vais pas me laisser harceler, je ne vais pas me laisser driver, contrôler, parce que ça ne me fait pas du bien en fait. Et comme ça, je m'éteins et je perds mon identité et je ne m'affirme pas. Je ne sais même pas, à force de faire le caméléon, je ne sais même plus qui je suis. Tu vois, c'est ça aussi qui devient dangereux. Mais qui suis-je si je ne suis plus cette personne si gentille, si aimable, si souriante, si docile, si adaptée, etc. Au fond, qui suis-je vraiment ? Et si j'arrête d'épouser les couleurs de l'autre, quoi. Donc, c'est souvent problématique. Il y avait Thomas d'Azincourt, là, qui est très connu dans la com non violente, qui a écrit « Cessez d'être gentil, soyez vrai », etc. Donc il y a plein de gens qui ont travaillé, il y a plein d'auteurs qui travaillent sur cette problématique de l'authenticité qui est souvent perdue chez les enfants. La plupart des enfants perdent leur authenticité au service de l'attachement. Ils n'ont pas le choix. Pour des questions de survie, l'enfant va obéir et se sacrifier sur l'autel pour garder l'attachement parce qu'il ne peut pas dire que c'est lui qui est dysfonctionnel. Il ne peut qu'imaginer que c'est lui qui cloche dans un environnement qui est bon, qui est normal. Il y a souvent Moi, j'avais un témoignage comme ça d'un adulte qui avait été dans un environnement, qui avait vécu dans un environnement, mais totalement la mafia, enfin, totalement dysfonctionnel, et qui avait trouvé pendant toute sa jeunesse que c'était normal. C'était complètement anormal. Mais il s'en était rendu compte que très tard. Parce que l'enfant ne connaît que ça, en fait. Les cris, la maltraitance, les machins, tout ça. Donc oui, ça se décline dans toutes les relations, tu as raison de le dire. Moi, je l'ai traité sur le domaine de la relation amoureuse, mais voilà, ça se joue partout. Et c'est important de sortir du faune, quoi, enfin de ce comportement qui est la servilité. Des fois, on ne s'en rend pas compte. Qui est la 4e réponse de survie, rappelez-vous. La première, l'attaque. La 2e, la fuite. La 3e, le figement. Et la 4e, la servilité. Et il y a des peuples aussi, parce que tu as parlé dans les relations, mais on voit qu'il y a des peuples soumis qui ont été envahis dans les guerres, etc., et qui ont dû être obligés, les Tibétains, par exemple, qui ont été obligés d'être serviles et d'être soumis. D'autres pays, enfin des communautés entières qui se sont fait envahir, et qui sont des peuples qui ont l'habitude de leur première réaction d'être dans la servilité et qui ne font pas exprès parce que c'est tout un peuple qui a l'habitude, qui a des coutumes d'être d'abord dans la soumission, donc de baisser le nez, d'être en accord, de ne pas s'opposer, voilà. Et quand tu es éduqué dans ces communautés-là, c'est culturel, on va dire. Donc ça peut être aussi intéressant de voir
Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est mon peuple dans lequel j'appartiens qui a pris cette habitude parce qu'ils n'avaient pas le choix dans des anciennes époques? Voilà. Donc vous réfléchirez à ça. Et je vais vous laisser avec ça.